Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et madame? Ça va. Madame ça va. Bah je te laisse te présenter. Madame Renaud. Madame Renaud, voilà. C'est accessoirement c'est ma femme aussi. Voilà. On a voulu faire cette petite critique sur Mission Impossible ensemble pour deux raisons. Primo, on l'a vu à deux. Et secondo, il y a des points où on n'est pas très d'accord, du coup, cool, on va se fâcher en direct. Du coup, pour le résumé, tu veux... Je te laisse résumer? Oui. Ok. En gros, Ethan a une nouvelle mission avec sa MIF. Sa MIF, tu veux dire FMI? Mission Oui, Impossible ouais. Force. Oui. D'accord. Ils doivent traquer une effroyable nouvelle arme pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Et pour cela, il fera appel à son équipe et il y aura des surprises concernant l'ennemi. Bah, notamment un ennemi qu'il connaît bien, on l'apprendra après. On peut pas détailler, on voit cet ennemi notamment quand il est sur le train dans un combat ou après il passe sous un tunnel. Donc on connaît l'ennemi, hein, mais on peut pas spoiler pour le moment. Donc ouais, c'est un bon résumé, mais il est très dur en fait de résumer ce film parce que c'est une énième menace. Une énième menace, cette fois-ci c'est à base de numérique, ça aussi on le voit dans la bande-annonce. Du coup, en gros, toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors moi qui suis une très grosse fan de Mission Impossible, je n'ai pas spécialement aimé parce que au niveau des actions, au niveau du scénario, pour moi ce n'est pas une Mission Impossible. Et ouais, je trouve aussi ouais, qu'il s'en détache. Il s'en détache, le film est beaucoup trop... il est trop propre, trop lisse. Le message de Hunt n'est pas clair par rapport aux anciens Missions Impossibles. Donc là-dessus, ouais, je suis d'accord avec toi. Et trop long. C'est un film trop long. 2h40 je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais pas si c'est pas 45. Tu peux virer une petite demi-heure, une bonne demi-heure, que ça entacherait pas le film. Il y a beaucoup d'actions. En fait, ils ont comblé d'actions où tu sens que s'ils sont pas là, on s'en fout quoi, c'est pas grave. Visuellement, c'est très beau. Est-ce qu'on est sur un Mission Impossible? En mon sens, non. Absolument pas. C'est ce qui me dérange le plus d'ailleurs. Ça commence par quoi déjà? C'est pas le vendeur là, l'espèce de mec Uber Eats là? Après oui, il y a des petits moments où il y a un peu d'humour quand même. C'est ça qui relève aussi un peu le niveau. Au niveau au début pour lancer la mission, un Uber vient donner un colis à du coup Hunt. Tu dis Uber, je pense que c'est un jeune agent. Et normalement là il est censé y avoir une blague, il y a un échange avec Hunt, avec Tom Cruise. Et le gars bah, il pose pas les bonnes questions, donc le mot de passe n'est pas rentré. Donc Hunt en tant que professeur lui dit non mais là tu m'as pas dit ça, là fallait me dire ça. Et tu sens que le gars il tombe à côté, on voit qu'il est incompétent, mais on sent une petite maladresse humoristique. Est-ce que ça apporte? Non, parce que... Alors voilà, c'est encore une fois ce que je vais reprocher au film. En tant que Mission Impossible, il n'est pas assez pris au sérieux. Et voilà, c'est un film bon enfant qui nous détache un petit peu trop de cette licence. Un film prévisible, je trouve aussi. Tu t'attends à toutes les actions qui passent. La première, notamment le Sébastopol, hein, c'est un sous-marin, on le voit. Un sous-marin qui va attaquer un autre sous-marin.
sauf qu'en fait il l'attaque pas, parce qu'il n'y a pas une seule torpille de tirer, mais il s'approche très vite du sous-marin ennemi, du coup l'ennemi a peur et tire sur ce fameux sous-marin qui n'en est pas un. C'est un mirage, et ça je l'avais vu venir. Je sais pas si c'est parce que c'est mal fait ou que l'entrée en matière n'est pas bonne, mais c'était prévisible. Alors, toi je crois que tu t'y attendais pas. Moi j'ai pas la même vision. J'essaye d'avoir une vision vraiment affûtée un peu sur tout, d'ailleurs c'est un peu chiant parce que ça me gâche certains films, mais là à aucun moment je vois la menace de ce sous-marin, les autres ils tirent à la torpille, enfin, là aussi il peut y avoir des conséquences énormes à ça. Le gars il t'attaque, bah tu ripostes, mais quand le gars il t'attaque pas juste parce qu'il s'est approché trop vite, est-ce que tu lui mets une bastos? Après un autre moment où c'est assez drôle, c'est la course-poursuite avec la petite voiture. Petite voiture jaune là. Ouais. La course-poursuite en soi est très bien faite et l'humour des deux fonctionne très très bien. Très bien chorégraphié au niveau. Très bien chorégraphié, une alchimie entre Hunt et Grace hein, qui a quasiment autant d'importance que lui dans le film. Vous allez voir que je pense que ça m'étonnerait pas que dans la deuxième partie, qui n'est pas encore sortie, ça m'étonnerait pas qu'elle puisse prendre la relève. Vraiment pas. Je l'espère pas parce que en fait elle est bien tant qu'il est là. Et sur le dernier acte, je peux pas en parler maintenant sans spoiler, sur le dernier acte du moment que c'est elle l'actrice majeure et lui il s'amuse en moto, on le voit hein. En fait on sait pas à quel point cette mission elle est censée être liée et je sais pas comment ils en font, on a l'impression que c'est deux quêtes annexes et elle à ce moment là je trouve qu'elle montre un peu ses limites et que c'est un peu creux. J'aimerais aussi parler des agents. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je les ai trouvés vides. Ils sont creux, t'as deux agents qui le suivent en permanence, qui se méfient d'Ethan. Et le problème, c'est que pendant tout le film, ils essayent de l'arrêter. T'en as toujours un des deux qui va avoir des scrupules. Au moment où ils sont capables de l'arrêter, bah, ils se remettent en question. Est-ce qu'on doit l'arrêter? Est-ce qu'il est si méchant que ça? Ça arrive une fois, ok, mais quand pendant tout le film, tu as les moyens de l'arrêter et que tu le fais pas, notamment à un moment donné, ils peuvent carrément lui tirer dans la jambe et l'arrêter. Ça se fait pas, c'est lourdingue, c'est lourdingue. Ils mettent en avant Ethan comme un héros. Et bah, quand c'est pas habilement fait, c'est naze. Par rapport à la mission de la dernière partie, juste pour préciser, elle, ça se passe dans le train et lui, ça se passe en moto à côté. Il se fait des cascades, il se fait son petit délire à côté. Je peux pas en dire plus. On verra le saut en parachute qui, pour moi, vraiment est magnifique. Je m'attendais à un truc genre bande-annonce, ça claque et une fois en vrai, c'est quand il saute dans le vide, c'est nul. Non, pas du tout. C'est très très bien fait. Il arrive à retrouver le train un petit peu trop facilement. Je peux pas en dire plus. Mais cette action-là est très bien faite. Est-ce qu'elle était utile ? Il faut un petit peu d'extraordinaire quand même dans ce Mission Impossible. Ouais. Oui, sinon j'aurais critiqué en disant ouais, ils ont pas pris de risque. Non, effectivement, elle est très bien faite. C'est l'action en plus. Mais tu peux t'en passer, ça, en fait, ça, s'il n'y a pas la moto, l'intrigue continue quand même. Tu vois ce que je veux dire. Mais s'il n'y avait pas cette action-là, voilà, le film serait vraiment très plat. Ouais, surtout que lui, je le trouve mou du genou, je le trouve un peu sensible. C'est toujours pareil, il se remet en question. On a l'impression que c'est ce film-là. Attention, on va faire un. Trop sensible. Ouais. Peut-être parce que je vais comparer à un autre film que j'ai été voir, Indiana Jones. Au niveau du personnage, c'est un peu la même chose. Voilà, faut pas trop brusquer le personnage. Il y a son côté sensible qui ressort. Ah ouais, c'est genre une thérapie de groupe avec un psychologue. Alors, raconte-moi ta vie. Ouais, c'est ça. Ils sont vus, il faut les préserver. Ouais, j'en sais rien. C'est pas dérangeant, mais au moment, quand il y a des actes cruciaux, que tu dois pas te planter et qui fait dans la sensiblerie, non. Mais là aussi, en fait, t'es pas du tout dans un Mission Impossible. Dans la bande-annonce, le blague, j'ai perdu son nom, je l'ai oublié, je suis désolé. Lui répète à 2 reprises, dont une où ça dure plus de 5 minutes, aux conséquences de faut stopper Gabriel, peu importe ce que t'as vécu à cause de lui, peu importe les déconvenus, tu ne dois pas te venger, tu ne dois pas l'attaquer, la mission prime toujours.
Hunt dit merci de ce conseil, donc il en prend connaissance. Et il va quand même tenter de, je peux pas le dire, tenter un truc loufoque et essayer de sauver tout le monde pour faire aucune victime. Et dans l'ensemble c'est bien, mais quand tu as un enjeu, parce que l'enjeu il est énormissime, bah ça colle pas. Ça fait un peu un Ethan capricieux qui voilà, veut tout faire lui-même et ouais, c'est ça. pas l'esprit d'équipe qu'il y a dans les autres Missions Impossibles. Ouais, c'est ça. C'est tonton, je vais essayer de plaire à tout le monde. Mais on s'en fout. Soit toi-même, soit... Là, on voit plus le côté Tom Cruise que le côté Ethan Hunt à des moments, et ça me dérange. Autant dans Maverick, Top Gun, pas de souci, parce que c'est lui qui a relancé la licence 30 ans plus tard, c'est son délire, il est derrière la caméra autant que devant, ça ne me posait aucun problème. Mais pas là. Là, Tom Cruise ne doit pas empiéter sur Ethan Hunt. Et je trouve que c'est plus un délire de l'acteur qui joue très très bien, encore une fois, moi j'adore cet acteur. Mais c'est plus un délire de hey, on va faire ci et ça. Mais tu sais qu'il y a des conséquences? Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on risque? Bah, la fin du monde, connard. Tout simplement. Voilà. Je pense qu'en partie no spoil, on pourra pas aller plus loin. Je pense qu'on l'a bien résumé. Moi, j'ai encore quelque chose à rajouter. Ah bah vas-y, je t'écoute. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est au niveau des bagarres. Enfin, au niveau des actions, enfin, Mission Impossible, ça reste quand même de la baston, enfin, voilà, quoi. C'est quelque chose d'assez dur et là, les bagarres sont assez floues et standardisées pour moi. Oui, standard, enfin, flou, je vois pas, là, je me rappelle pas, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le film. Standardisé complètement. Ouais, standardisé à tel point que la bagarre pareil, je peux pas le dire, il y a une bagarre au milieu qui est prenante à Rome, qui est nettement mieux chorégraphiée et nettement plus prenante que la bagarre finale, vous vous en doutez, avec Hunt sur le train, toujours le fameux train, qui est un peu mollassonne. Et oui, c'est vrai, standardisé, on la sent venir, on sait que ça va être le cahier des charges et flou, ouais, ça m'a pas paru, mais c'est vrai que les bagarres sont... On a déjà vu mieux. Bon, partie spoil? Partie spoil. Partie spoil. Donc, je te laisse une petite place. Partie spoil. Donc, si vous êtes là, je pars du principe que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Donc, on revient un petit peu alors à la base, le sous-marin Sébastopol qui est censé attaquer, qui n'attaque pas, qui n'est qu'un mirage, pour prouver en fait que tout est à base d'électronique et celui qui contrôle deux clés, qui n'en constitueront qu'une, est capable de conquérir le monde. La menace est là. D'ailleurs, quand tu as parlé de Uber Eats, c'est le gars, il était là pour donner une mallette, pour voir la mission Hunt. Hunt, cette mission l'emmène dans le désert d'une très belle scène. J'ai beaucoup aimé. Pour retrouver une ancienne amie un peu amourachée, il la rencontre parce qu'elle est censée avoir une de ses clés. Voilà. Actrice que j'aime beaucoup, c'est Rebecca Ferguson notamment, qui a joué dans Dune ou encore aux côtés de Ewan McGregor dans Doctor Sleep. Donc voilà, elle s'est s'entourer de bonnes personnes. Du coup, il va pour la retrouver et pendant qu'il arrive, il y a des mercenaires qui essayent de la buter pour avoir exactement la même chose, c'est-à-dire la moitié de la clé. Et du coup, elle sait se défendre à base de sniper, elle va même protéger Hunt, il sera entre elle et les mercenaires, donc obligé de se protéger. Et il y a juste un petit défaut, on est en pleine tempête de sable, et elle ne rate genre aucune cible. Un tir, une victime, à chaque fois. Très entraînée. Ouais, très entraînée. À la fin, elle finit avec la traillette, c'est la même efficacité. Je veux dire, en pleine tempête de sable, la variante du vent et tout, enfin... C'est pas grave, ça ne détache pas du film. Finalement, elle finira par mourir. Hors caméra, peut-être pas. En tout cas, elle tombe et lui pourra récupérer la clé. Ensuite, ça l'emmène où? À l'aéroport, je crois. Non, au bureau des agents. Au bureau des agents, c'est vrai. Où il y a le directeur qui est en meeting avec d'autres
directeur par rapport à cette fameuse clé. Ah ouais, le directeur de la CIA, oui. Un mystérieux personnage arrive, on voit qu'il arrive masqué. Ah, en fait, on voit que c'est un espèce de garde du corps, et puis bon, bah, le masque, hein, comme ils implantent ça depuis Mission Impossible 2, le masque est, ah là là, c'est Crooninette, c'est Tom Cruise qui lance une bombe soporifique, ouais, voilà. Une fumée verte qui fait que tous les directeurs tombent capoute. Sauf le directeur de la CIA, ce qui est quand même bien pratique. Parce qu'il lui donne le masque. Il lui donne le masque, et en contrepartie, l'autre, il lui donne du taf. Ouais, en fait, à partir de ce moment-là, la mission officielle de la MIF, ça va me rester. Voilà, la mission officielle de Mission Impossible Force commence, et à partir de là, c'est l'aéroport, si je ne me trompe pas. Voilà. Où il doit rencontrer un acheteur. Ouais. Il réserve un billet au même avion pour avoir accès au terminus, et il doit voler la fameuse clé d'un acheteur richissime qui est en possession et qui ne doit pas l'avoir, et il va faire la rencontre de... Grace. C'est ça. Ça se voit ma tête que je l'aime pas? Un petit peu. Moi, elle m'est fort sympathique parce que je trouve que l'alchimie des deux fonctionne bien. Après, oui, elle a des défauts, mais à ce moment-là, c'est juste une pickpocket de luxe. Hein. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Elle n'arrive pas à enfler Tom Cruise parce que, je dis Tom Cruise à chaque fois, à quel point c'est l'acteur qui prend le pas sur Hunt. Je devrais dire Ethan Hunt. Donc Ethan, bah voilà, il est pas né de la dernière pluie, il comprend un petit peu la magouille. Mais il se fera voler la clé quand même. Et à un moment donné, dans une vitrine, il croit reconnaître un ennemi. Et par croire, il pense à une illusion, c'est Gabriel, le fameux méchant, le méchant de l'histoire. En parallèle, il y a ces deux coéquipiers qui suivent une équipe avec un sac qui contiendrait quelque chose d'important. Ouais, il y a quelque chose de dangereux dans cette valise, et il se barre très vite. Et du coup, Benji, accompagné du Black qui est à l'oreille, du coup, bah, ils suivent cette valise parce que du coup, ça peut contenir un truc dangereux. Et effectivement, bombe, je veux dire boum. Une bombe. Une bombe, rien qu'une bombe nucléaire. Hein, c'est... Que Ethan n'est pas au courant parce qu'ils essayent de... Ah oui. Oui. Déjouer. Ils essayent à côté en fait de désactiver la bombe sans embêter Ethan en disant mais oui, mais ta mission est plus importante que l'explosion d'un aéroport tout entier. Ouais, on est encore très bien dans un Mission Impossible là. L'enjeu est immense, et ils veulent pas déranger Ethan dans sa petite mission de récupérer une des deux clés. Enfin, je veux dire, c'était pas encore la fin du monde. Et effectivement, il y a une tonne de questions, et à un moment donné, il y a une question où il cale. On n'est plus qu'à quelques secondes de l'explosion, et là, dans l'oreillette, il parle à Ethan. Au fait, Ethan, je voudrais pas te déranger, sur un humour un peu sarcastique, mais je veux pas t'alarmer, hein, mais si tu réponds pas à cette question, on va tous exploser. C'est une blague. On sait que ça va pas exploser, sinon il n'y aurait pas de... Oui, en plus, ouais, c'est amené d'une sorte qu'on sait que ça va pas péter en plus. Il y a aucun enjeu. C'est pour amener une blague, encore une fois. Il y a beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Ça fonctionne des fois. Je vais pas cracher dessus, ça fonctionne des fois. Il y a de l'humour où ça m'a vraiment... j'ai vraiment eu le rire spontané. Mais là, non, c'est ridicule. Là, c'est très, très clairement ridicule. Donc dans l'aéroport, pendant qu'ils sont en train de désactiver cette fameuse bombe, on voit... J'aime bien, tu dis fameuse bombe comme si c'était un truc en plastique. Toys R Us. Il fallait juste répondre à des questions sur une bombe. Ouais. Il y a Ethan du coup et Grace qui jouent un petit peu au jeu du chat et la souris. Un coup je pars, un coup je te retrouve. Ouais, voilà, avec c'est vrai, clé, ils se testent. Le problème, c'est qu'en fait, ils se testent quasiment tout le long du film. À ce moment-là, moi, ça n'avait pas dérangé. Et ils vont faire exactement la même chose avec les clés. Et vous allez voir à quel point elles reviennent souvent dans les discussions. C'est je te la montre, elle est plus là. Je te la montre, elle est plus là. En plus, pour moi, la clé est pas super bien faite. On dirait un truc... plastique. Ouais, plastique, un peu une doublure dégueulasse. Et c'est vrai, les deux font jeu chat à la souris. Ça s'amuse. Je pense que dans le studio, dans le hangar, ils se sont éclatés à faire le tournage.
mais c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Voilà. Ensuite vient Rome. Rome, c'est une vente aux enchères de la clé pour, à la clé, pouvoir récupérer cette fameuse. S'ensuit une discussion entre Gabriel et Hunt. Gabriel, donc là on sait qu'il avait tué une ancienne partenaire de Hunt, donc Hunt là en horreur, et là Gabriel va le provoquer parce que il y a la nouvelle protégée et son ancienne amie, jouée par Rebecca, je le rappelle, qui l'affectionne beaucoup, et Gabriel lui dit « Je vais en tuer une des deux, mais je te laisse choisir ». Et c'est long. C'est très long. L'entrevue est interminable. Pour le résultat, c'est interminable. Bon, ils finissent avec une petite pirouette sympathique d'Ethan, mais qui va se faire bloquer par les gardes pendant que Gabriel s'enfuit à travers les rues de Rome, suivi par les filles. Rappelons aussi qu'il y a la blonde qui était déjà dans l'épisode... dans le Fallout ou celui d'avant Fallout, ouais, c'est possible. Une blonde que toi tu trouves jolie, que moi je la trouve la veuve noire. C'est la veuve noire. C'est ça. La veuve noire qui s'avère vouloir effectivement cette clé, parce qu'elle est riche, elle a du pognon, elle s'en cache pas. Elle a un frère psychopathe, il s'en cache pas. Moi je vois pas l'intérêt de la mettre, elle, dans le film. Si, elle aura son intérêt pour les négociations dans le train. Oui. Si elle n'est pas là, il n'y a pas de négo. Donc... Et j'ai envie de dire, si elle n'était pas là, en fait, on s'évite le truc du train. Il y a des très bonnes idées dans le train, il y a des longueurs, voilà, on va y revenir après. Donc dans Rome, les deux filles veulent arrêter le fameux Gabriel, qui est un méchant détestable, mais que j'apprécie détester. Vraiment un très bon méchant, c'est le genre de méchant que j'aimerais voir dans les James Bond, qu'on voit plus, qui sont sans charisme. Là, celui-là, il prend très très bien. J'aime beaucoup. Du coup, une des filles va le retrouver avant. Ilsa, qui va le rejoindre au niveau d'un pont, où il commence à faire un petit combat. Oh, il est dynamique. Ah, je suis pas d'accord. Ce combat est génial, il est dynamique. Beaucoup. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en partie no spoil. Le combat du milieu, et je parlais de celui-là, est bien mieux orchestré, il y a beaucoup plus d'enjeux, c'est violent. Là où le combat dans le train, il est mou du genou. Oui, mais on sait à quoi va mener ce combat. C'est ça qui me dérange. Standardisé, ça par contre les combats, on sait qu'elle est arrivée en première quick, et c'est dommage parce qu'on l'aime beaucoup, mais en fait, moi je le voyais comme une bonne chose. Parce que cette relation qu'on attend depuis 2 Missions Impossibles sera vraiment impossible. Et en fait, ce drame, quand elle tombe, on la perd, c'est triste. Moi, ça m'a mis des frissons au bras. C'est le genre de sensation que j'aime bien. Et le film aurait dû s'arrêter là. Et ça aurait été cohérent, ça aurait été pas mal. Et pendant ce temps-là, on voit Hunt en pleine course-poursuite pour les rejoindre, pour éviter que les deux, et ça c'est vraiment très beau parce qu'on le voit, la détresse sur son visage, pour éviter qu'elle meure. C'est toujours Benji qui lui donne les infos pour se diriger, sauf que là, le GPS est détraqué. Ils ont manipulé le GPS, donc c'est la voix de Benji, mais ce n'est pas Benji. Et ça lui donne des fausses directions. L'itinéraire est mauvais. Alors Hunt se bat comme un arraché pour arriver, mais il ne sera jamais à la bonne destination. Et il se fera attaquer par une asiatique de visu qui est en fait une française, Pomme Cléventieff, si je le prononce bien. Enfin, c'est compliqué. Elle est dure à balancer. Et qui va vouloir le tuer. Voilà, avec un acolyte, ils vont vraiment vouloir massacrer Hunt. Et il s'en sort, à un moment donné, il a une barre de fer, il explose. On voit une coupure, un montage qui va exploser à Nana. Non, il frappe juste au-dessus, ça on s'y attend, il a frappé dans le béton juste au-dessus, donc il ne veut pas la tuer, ce n'est pas un meurtrier. Et il se barre. Pourquoi je parle de cette scène ? Ça va être une des raisons de la scène finale du train que je trouve risible au possible. Donc il arrive trop tard, fort est de constater que sa bien-aimée, qu'il aimait très profondément, est décédée. Et
je crois que là, c'est le déclic où il va devenir un peu concon sensible, où il voudra plus faire aucun acte de mission impossible pour protéger tous ceux qu'il chérit en fait. Du coup, Grace est fort sympathique à l'écran, mais détestable dans son jeu du chat et de la souris. Hein. On ne regarde pas comme ça, comme tu le dis. C'est ça qui m'a énervé dans ce film. C'est pas énervant, c'est évitable, ça sert à rien. Parce que tu sens bien qu'elle prend... C'est pour ça que j'ai peur de la partie 2, je pense qu'elle va pas prendre... Elle peut pas virer Hunt à part s'il crève. Parce que c'est le dernier Mission Impossible avec lui, hein, mais officiel. Hein, donc il se peut qu'il finisse en drama et qu'elle reprenne la relève. Elle est assez jeune pour enchaîner au moins quelques films. Le jeu de chat et de la souris est pas nécessaire. Après, moi, il m'a pas dérangé. Je trouve que les deux, ça se matche parfaitement. Après, moi, c'est plutôt son jeu d'acteur séparément, elle, qui me gêne. Notamment dans le train, je vais y revenir. Du coup, on est toujours aux enchères. Gabriel, lui, sait ce qui va se passer dans le train. Il a vu l'avenir. Hein. Avec son numérique, il est capable. C'est Dieu. Gabriel, c'est Dieu, littéralement. Et c'est là, à ce moment-là, où le film, pour ma part, part en vrille. Je revois du Maverick quand il fait de la moto. Hein, il fait de la moto, il est censé en fait récupérer le train, récupérer le train dans un virage un peu compliqué. Et en fait, ça va pas se passer du tout. Donc on le voit pendant 45 minutes en train de faire de la moto, de s'amuser dans son coin. Là où Grace, elle, doit prendre l'apparence de l'autre gourdasse de blonde, que tu trouves super belle et je vois pas où. Avant ça, on en parle de Benji qui panique. Au secours, la machine est toute détraquée, on n'a pas le masque. Ouais. Franchement. Ah, pitoyable. Non, pitoyable parce que déjà, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Protocole Fantôme, le 4e opus. La même chose, mais en bien plus risqué et en bien mieux fait parce que la machine est détraquée. Ils n'avaient jamais rencontré les gars et ils y vont à visage découvert. Donc il y a un risque énormissime. Quand la machine les lâche, il y a une conséquence derrière. Là où dans celui-là, déjà c'est du vu, c'est du réchauffé, c'est vrai qu'il gueule et fait « Oh, secours, au secours !» Alors qu'en fait... Ils arrivent à faire un masque sur deux, du coup Grace doit faire l'action, oui, voilà, le transfert. Oui, c'est bien que t'en parles, parce que effectivement, si l'autre il fait du motocross et qu'il s'amuse de son côté, c'est parce qu'un des deux masques n'a pas pu être créé. Heureusement qu'il y en a eu un, t'imagines s'il n'y en avait pas eu. Voilà, non mais c'est vrai que le fait du masque, on l'a déjà vu bien mieux donc dans Protocole Fantôme. Là, il en fait des caisses, genre il surjoue de dingue Benji, pourtant j'aime bien l'acteur. Là, il est un peu irrégulier dans ce film, je trouve. Mais du coup, ouais, elle doit faire la mission toute seule, donc récupérer la tronche. Le masque a créé la tronche de la blonde que je connais pas son nom. On va l'appeler la veuve noire, hein, c'est son surnom. Pour récupérer cette fameuse clé qu'on va revoir une fois, 2 fois, 3 fois. Putain, s'il vous plaît, arrêtez. Le jeu de la souris, du chat et de la souris m'a moins gêné entre les deux que cette putain de clé qui apparaît toutes les 10 secondes dans le film. Hein. C'est comme créer un mythe, mais quand tu vois le mythe en question toutes les 10 secondes, il n'y a plus rien d'un mythe. C'est juste, vole la clé, tu l'assommes un bon coup, tu la gardes pour toi et c'est fini. Ils en font des caisses, ça tire en longueur, les dialogues sont longs, malgré un train lancé à vive allure, on se fait chier, c'est un exploit. Et du coup, Grace, alias la veuve noire, doit donner la clé au directeur du coup de la CIA. Qui s'avère être un traître, hein, voilà. Pour faire un transfert de... Alors il y a un truc qui est très bien fait, c'est que Hunt, quand il parle à sa protégée, lui dit bien, c'est la personne auquel on peut avoir le plus confiance. Mais à ce moment-là, il a un petit sourire. Est-ce qu'il sait déjà que le directeur de la CIA est un traître, ou est-ce qu'il pense vraiment que c'est encore son ami? Mais je suis sûr que personne ne l'a reconnu. C'est celui qui dénonce Hunt dans Mission Impossible 1. Il était en charge d'arrêter Hunt qui avait normalement tué son équipe dans le tout premier Mission Impossible. C'est quand même un exploit après 20 ans de réussir à le ramener. Un acteur qui joue plutôt bien, mais du coup on ne sait pas si Hunt est au courant que c'est un traître ou pas. Ça on aura la surprise partie 2. Autant le saut
avec la moto, le parachute est très bien fait. D'ailleurs, il attend de déployer le parachute vraiment pas à la dernière minute, mais il attend beaucoup par peur que le parachute ouvert trop tôt soit aspiré vers la montagne. C'est très bien réfléchi, c'est pas au hasard. C'est un très bon SF pour ce moment-là précis. Sauf que derrière, elle va se faire buter, parce que bon, elle est en course-poursuite, parce qu'elle a obtenu la clé, hein, elle a réussi à récupérer la clé, elle se fait poursuivre par toute la clique, notamment Gabriel, et au moment où elle va se faire tuer par ce fameux Gabriel, Hunt arrive dans le bon wagon devant elle, en parachute à travers la fenêtre. Il y a genre 0,0001% que ça soit possible. Et complètement prévisible. Et c'est pareil, prévisible, parce que il y a cette attente interminable de « je vais te tuer ». Je crois qu'il a bugué. Non, je crois vraiment qu'il a bugué. Et là, Hunt arrive et oh putain, le sauveur. Tom Cruise, c'est Mr. Hunt va se battre contre Gabriel sur le toit et va tenter de le tuer, sachant qu'avant, comme je l'avais dit, on l'a prévenu plein de fois, aux conséquences que s'il le tue, il ne mette pas la main sur la clé et que cette clé en possession de quelqu'un d'autre, bah c'est la fin du monde. Donc il est capital de le faire prisonnier, mais de ne pas le buter. Et Hunt va tenter de le tuer. À quel moment on est dans une mission impossible? À quel moment? Et du coup, à la fin, il y a des très belles actions. Parce que bon, le méchant arrive à se barrer, il arrive à fuir. C'était sa destinée, il le savait, donc il arrive à fuir. Et il y a les wagons, il y a... Le pont qui... C'est Gabriel qui fait sauter le pont. Fait sauter le pont. Le wagon, le premier, t'as les petits trous qui sont à la limite de tomber, bah, comme dans Fast and Furious, ça arrive tout le temps, donc on va pas critiquer Mission Impossible pour ça. Et au fur et à mesure, bah, les wagons vont tomber et ils vont faire un périple pour remonter chaque wagon. Wagon, c'est reconstitué de ouf, j'aime énormément les scènes, mais ils vont tomber parce que bah, le dernier wagon est quand même à la verticale. Et Pom Klementieff va les secourir. Et c'est la raison qu'elle va donner. Elle dit « Ah mais je t'aime bien, puis tu m'as pas tué dans la ruelle à Rome. » Ouais, enfin c'est pas pour autant que tu changes de bord et que tu as envie de le sauver. Enfin je veux dire, c'est complètement con. Et du coup lui il dit « Mais je t'en veux absolument pas, reste avec nous, je veux pas que tu meurs. » Et le tout, je vous jure, placé en 2 minutes de dialogue. C'est complètement con, ça n'a pas sa place. Donc à la fin, pour toi, c'est un bon film ou pas? Beaucoup moins bien que les autres Missions Impossibles. Après, en histoire de suite, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais que du coup Grace devienne côté obscur. Qu'elle rallie voilà, le directeur de la CIA. C'est ce que ça nous laisse imaginer. Hein. Ah bah c'est 50-50. Soit effectivement elle revient une nouvelle fois vers Hunt, mais comme elle, en fait ce serait horrible parce qu'elle l'a trahi tout le film, mais vraiment elle est détestable pour ça, parce qu'elle le trahit, mais on n'en a pas parlé, mais à chaque décision importante, elle est toujours en train de le trahir, mettant la vie de Hunt en danger. Et lui, il lui pardonne tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est énervant. Et là, ce serait dégueulasse que ça finisse en happy end et qu'en deuxième partie, elle vienne le sauver. Effectivement, si elle part du côté obscur, comme tu le dis, ce serait bien. Limite si elle le tue. Oui, voilà. T'as envie de la détester pour ça, mais ça expliquerait la fin de Hunt. Parce que pour moi, de base, celle qui devait prendre le relais de Mission Impossible, ça aurait été Ilsa en fait. C'était la mieux placée pour... Pas possible, parce que ça faisait déjà 2 opus qu'ils étaient ensemble, on sentait qu'il y avait une attraction. D'ailleurs, le Réa le dira après le film, il voulait s'en débarrasser parce qu'il estimait que cette relation amoureuse n'emmenait nulle part. Donc il a décidé volontairement de tuer l'actrice dans le film, justement pour clôturer quelque chose que les fans voulaient. Hein. Ils voulaient vraiment, c'est pour ça que je pense que ça t'a saoulé. En plus, ils allaient très bien ensemble. C'est pour ça que quand il a tué l'actrice à Rome, moi je trouvais ça galvanisant. Ça m'a mis
des frissons parce que je m'y attendais, on s'y attendait, mais je voulais pas le voir. Jusqu'à la dernière minute, j'ai voulu y croire, tu vois. Et qu'elle meure, ça fait chier. Et en même temps, c'était beau, on était encore dans l'identité Mission Impossible. Je vois pas ce qu'ils peuvent mettre dans le 2. Ah, mais j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. À moins qu'il y ait des nouveaux personnages et que voilà, on trouve la relève ou... Je sais pas. Ou alors qu'ils fassent revenir des anciennes têtes, des anciens opus, c'est possible. C'est possible. Et je vois pas ce qu'ils pourraient donner de plus. Je donne des notes, hein. Donc celui-là, honnêtement, je peux pas lui mettre plus que 12. C'est dur, mais en fait, on est presque sur un hors-sujet. Ça traite d'agents secrets, mais si vous me dites ça c'est meilleure Mission Impossible, je dirais bah refais-toi les anciens parce que mec on n'y est pas. Si vous le jugez comme un bon science-fiction, un bon film d'action, oui il pourrait même avoir un 17/20, il est très bon. Mais pour moi c'est un hors-sujet et je suis gentil en lui donnant un 12. Voilà. Toi tu donnes pas de note, si? Non, pour le moi délire. je lui mettrais un 10, je dirais que c'est un bon divertissement quand même. Un 10 pour moi c'est un mauvais film. Oui, mais ça reste quand même, c'est pas, voilà, je me suis pas fait chier dans le film, mais c'est hors catégorie, hors Mission Impossible. C'est un film lambda. C'est un film lambda. Trop de sensiblerie, trop de cruise. Je mets 10 parce que c'est pas un Mission Impossible. Mais c'est pas un mauvais film. Ah non, les jeux d'acteurs sont très bons. C'est pas un mauvais film. Il y a plein de trucs qui peuvent être enlevés, qui sont pas amputables au film et qui peuvent être enlevés. Tu peux vraiment gagner au moins une demi-heure. Hein. Parce que le film est longuet, il t'endort à des moments. Donc il n'est pas exempté de tout défaut. C'est pas un mauvais film. Vous pouvez clairement mieux faire. Je reste sur mon 12. Je vais pas... Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous devant cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur 91%. Ciao ciao!